Bien, bonjour Bonjour. à tous et à toutes. Bienvenue dans ce Interphone Innov Talks sur la cybersécurité. Alors, comme vous avez vu tous et toutes ce matin, il y avait un peu de neige qui a fait que, à la base, je ne devais pas animer, Animé. juste intervenir avec Cynthia. Et donc, je vais animer ce webinaire parce que la personne qui devait le faire n'est pas là. Donc voilà, c'est ça l'actualité. On Les rebondit, on aléas du s'adapte. direct, c'est Voilà. ça. Et donc, je vais peut-être te demander de te présenter, je me présenterai après. Cynthia, qui es-tu, que fais-tu et qu'est-ce Ok, que Red parfait. System? Moi, je suis Cynthia Collinet. Donc, cela fait 2 ans maintenant que je travaille pour Red System en tant qu'Account Manager pour la région du Grand Charleroi. Donc, chez Red System, en fait, nous sommes une équipe de hackers éthiques et donc nous piratons des sociétés et des systèmes informatiques sur demande pour faire ressortir toutes les failles et vulnérabilités des systèmes, tout en expliquant les solutions et recommandations, mais nous n'appliquons pas les correctifs nous-mêmes. Pourquoi? D'accord. Parce qu'en fait, on veut rester totalement objectif et on ne veut pas être jugé parti. Donc, vous êtes dans le diagnostic Diagnostic et le conseil, et le oui. conseil. Mais ce qui est très important, c'est que nous travaillons en complémentarité avec l'équipe informatique. Donc, on est vraiment là pour accompagner aussi les prestataires. Et nous faisons aussi énormément de réponses à incidents. Donc, en cas de cyberattaque, nous intervenons généralement dans l'heure pour reprendre la main sur les machines et faire en sorte que la société puisse reprendre ses activités au plus vite. D'accord. Donc, aider les clients à faire face à un incident de cybersécurité Tout à également. fait. Donc, nous, on préfère travailler en amont, donc avant Pour, qu'il ne soit trop tard, mais on est aussi là pour aider pour en intervenir. aval quand il C'est y a des ça. problèmes. Pendant la crise, oui. Tout D'accord. à fait. Merci Cynthia pour cette introduction. Et donc pour me présenter, moi je suis Jean-Philippe Parmentier, je suis le directeur de l'Infopôle. Donc l'Infopôle, c'est un cluster qui regroupe toutes les entreprises du numérique dont Red System fait partie, également Interphone, ainsi que de nombreuses autres entreprises du numérique, qu'elles soient actives dans la cybersécurité ou dans d'autres thématiques numériques comme l'intelligence artificielle, les logiciels. Et notre but, c'est de fédérer tous ces acteurs du numérique, d'essayer de faire des projets innovants ensemble, faire du business aussi et également de connecter tous ces acteurs numériques qui ont des solutions à offrir aux entreprises qui ont des besoins, soit des besoins numériques ou qui ont des challenges, par exemple se protéger ou garantir par exemple la continuité des services. Et on connecte ces entreprises entre elles pour qu'elles puissent voilà, faire face à ces challenges. Et donc, on va passer une petite heure ensemble et parler de Avec cybersécurité plaisir. aujourd'hui. Donc, on a déjà vu l'activité de Red System, on a vu la notion de hacker éthique, où tu nous as déjà expliqué voilà, que c'était pour vraiment aider, conseiller, guider les C'est ça. entreprises. Il faut bien il faut bien faire la différence. C'est qu'un cœur éthique, il est là pour aider les sociétés et donc pour expliquer les failles qu'il aura trouvées dans la société. Le hacker éthique, en fait, chez nous, chez Red System, nos hackers, ils utilisent exactement le même matériel, les mêmes procédés que la personne malveillante, sauf que nous, on n'est pas dans le côté obscur. Donc ça, c'est très important de le dire. Nous, on n'est pas là pour donner une rançon, mais nous sommes là plutôt pour donner un rapport avec des solutions et des recommandations. Voilà, donc ça, c'est très, très important de le dire. Il faut savoir aussi qu'en Belgique, les hackers éthiques peuvent attaquer des sociétés sans autorisation au préalable, pour autant que la faille qui soit découverte soit remise à la société et au CCB notamment. Donc, ce qui Le permet… CCB, peut-être pour les personnes qui nous regardent, qu'est-ce que c'est? En Alors, deux mots, juste l'acronyme c'est peut-être? le centre de cybersécurité belge. D'accord. Donc, dès qu'il y a un incident ou des choses un peu plus particulières, ça remonte au CCB, au CERT, ou alors on peut avoir aussi des échanges avec eux. D'accord. Donc, c'est une autorité belge Oui, tout à fait. qui veille justement à la Exactement. bonne cybersécurité Oui, des entreprises, en tout cas qui encadre qui veille. les Oui, tout à pratiques. fait. Et donc, ça permet justement en Belgique ou à Curétique de pouvoir continuer à performer et à augmenter leur niveau de compétence avec ce système. Alors, j'ai oublié de le préciser dans le début du webinaire, mais n'hésitez pas à poser vos questions. Il y a un petit chat qui vous permet éventuellement de Mhm. poser vos questions à Cynthia ou également à moi-même. On tentera d'y répondre sur la fin du webinaire. N'hésitez pas aussi à vous présenter, hein. Vous êtes déjà nombreux à vous être connectés. On voit que ça arrive. On a vu que vous avez aussi un petit peu du mal à démarrer ce matin. Donc voilà, n'hésitez pas.
Peut-être pour faire le point, donc on parle de cybersécurité. Est-ce que c'est une menace importante aujourd'hui en Belgique et pourquoi est-ce que les entreprises doivent y faire attention? Quelle est l'ampleur de cette menace? Alors, c'est de plus en plus important, sachant que aujourd'hui, forcément, le numérique est présent dans toutes les sociétés. Et donc, c'est plus qu'essentiel, c'est vital que les sociétés, les PME, petites, moyennes ou grandes entreprises, se protègent contre toute menace. Donc, vraiment, une attaque dans une société peut mettre à terre, en très peu de temps, toutes les activités d'une société. Et donc, tout le monde est concerné, que ce soit la petite PME, la grande entreprise, il faut vraiment, vraiment faire attention. En Belgique, il y a plus de 100 attaques par jour. Par jour? Par jour. Donc, c'est énorme et la moyenne du préjudice tourne autour de 250 000 euros. Y compris pour les petites structures, parce que c'est vrai qu'on voit souvent dans la presse, je sais pas, on entend un hôpital, une commune, une grosse entreprise, un aéroport, mais au niveau des PME, je sais pas moi, des PME de 5, 10, 15, 50 personnes. Elles sont toutes aussi concernées. Donc, vous entendez les grandes sociétés parce qu'au fait, publiquement, ça doit être rendu public. Et donc, nous, citoyens, on doit être informés de ça. Les petites PME moyennes ou voilà, plus petites structures ne vont pas forcément divulguer, donc mettre en avant qu'elles se sont fait hacker, déjà au niveau crédibilité, au niveau de l'image. Elles n'ont pas forcément envie que ça se sache non plus, mais elles sont tout aussi impactées. Nous, on travaille aussi bien avec des petites structures de 2-3 employés qu'avec des sociétés, des hôpitaux, des organismes publics. Donc, il n'y a vraiment pas de taille, il n'y a pas d'exception. Et la petite société peut se dire, mais pourquoi moi? Alors, nous, on a une phrase en interne qu'on aime bien dire, c'est que le hacker, il va préférer cibler 1 million de sociétés à 1 euro qu'une société à 1 million. Donc, il va lancer son filet dans la mer Noire, si je puis dire, la mer Rouge plutôt ici, et alors il va venir pêcher tous ceux qui se seront laissés prendre dans le filet. Donc, vraiment l'importance aussi pour les petites structures d'être tout aussi protégées que les grandes sociétés. Et c'est notamment pour ça, mais j'en reviendrai après, qu'il existe des aides pour ces petites structures. D'accord. On parle beaucoup de phishing ou aussi de social engineering. Qu'est-ce que comment expliquer ce terme et aussi surtout comment faire pour que les personnes qui nous regardent et les entreprises puissent faire face à cette menace? Tout à fait. Donc, l'ingénierie sociale, c'est la première porte d'entrée d'une cyberattaque. Donc, l'ingénierie sociale, qu'est-ce que c'est? Ça va vraiment viser tout l'humain. Et donc, notamment, la première porte d'entrée dans les incidents reste le mail de phishing. Donc, le mail de phishing, qu'est-ce que c'est? Au fait, le hacker va envoyer un mail de phishing en usurpant l'identité de quelqu'un de connu dans la société. Il va acheter un nom de domaine ou autre et envoyer des mails via ce nom de domaine acheté où un seul caractère sera changé dans l'adresse. Et il faut vraiment être attentif à tout ça. Et donc, nous, par exemple, chez Red System, quand on fait des campagnes de phishing, donc on fait ça régulièrement dans les sociétés, en fait, on va envoyer un mail en usurpant l'identité de quelqu'un de confiance, donc l'informaticien, le responsable RH, le directeur, enfin voilà, on va vraiment essayer de cibler la personne la plus impactante dans la société. Et donc, on va envoyer un mail en son nom, en recréant de toutes pièces sa signature. Vraiment, donc la personne qui ne fait pas attention va penser que c'est, par exemple, toi, au sein de l'Infopol, qui envoie un mail à tes employés. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y a plusieurs moyens d'avoir un mail de phishing et plusieurs moyens d'avoir des données. Nous, par exemple, chez Red System, on va justement demander aux employés de se connecter. Donc, on va mettre un petit lien dans le mail en les incitant à cliquer sur ce lien, à donner leur accès, donc nom utilisateur et mot de passe. Et ensuite, nous, en interne, on a une machine qui récupère toutes ces données qui vont rentrer dans le mail, si je puis dire, ou la page. Et donc, nous, on récupère tout ça et on s'en sert par après pour, entrer sur la boîte mail et ensuite fouiller un petit peu dans les échanges de mails et pouvoir se créer un accès à distance via un mail de phishing. Nous, on fait, donc c'est le cas de figure qu'on fait chez nous, mais on pourrait tout aussi bien injecter une image malveillante, une photo, ou dès que la personne ouvre le mail, eh bien, on vient installer un petit logiciel malveillant, et donc la personne repart chez elle le vendredi soir, et le lundi, quand elle arrive, il n'y a plus rien, tout est crypté. Alors, comment une entreprise, mais surtout une personne, parce qu'au final, on parle d'une entreprise, de l'organisation, mais il y a aussi un levier d'action, pardon, au niveau des individus, des personnes qui vont recevoir l'email. Comment une personne peut
savoir, ou en tout cas essayer de détecter que l'email qu'elle reçoit est une usurpation d'identité ou est un faux. Est-ce qu'il y a des indices, des techniques que l'on peut essayer d'utiliser pour se dire, tiens, est-ce que cet email ne sent pas un peu mauvais quelque part? Tout à fait. Donc, il y a plusieurs manières de pouvoir détecter un mail de phishing. Alors, maintenant, il y a, comme on sait tous, hein, le mail de Bipost, vous avez reçu un colis, etc. Que ceux-là, voilà, ils sont gros comme une maison. Mais il y a des mails qui sont vraiment Extrêmement bien fait, subtils, ouais. très, très bien faits. Et donc, déjà, il faut se méfier de toute demande urgente. Mhm. Si on a un doute, il faut contacter la personne qui nous envoie le mail via un autre canal que la boîte mail. Ça, c'est important de le signaler parce que nous, on a déjà eu dans les mails de phishing des réponses des employés en disant « Est-ce que c'est bien toi ?» Donc, voilà, il faut éviter de répondre à ça et contacter la personne via un autre moyen de communication. Alors, si on vient mettre sa souris sur le nom de l'expéditeur, on peut vérifier le nom de domaine ou de sous-domaine. Il faut aussi se méfier des adresses mail qui se terminent par store, VIP. Enfin, voilà, ça ne se termine pas par BE, comme IO ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est déjà quelque chose à avoir la puce à Peut-être l'oreille. aussi, c'est vrai qu'il y a parfois des adresses ou des URL qui sont assez grossières avec plein de Oui, chiffres, voilà, plein de c'est lettres, ça. mais parfois il faut faire aussi attention à l'orthographe de manière très précise. Par exemple, si on recevait un email d'Interphone avec un ph, Voilà, exactement. point .be ou Oui. .com, Ça, il faut faire attention à la et c'est une des moindre lettre. techniques. Nous, c'est ce qu'on utilise aussi. Par exemple, au lieu de mettre un i, on va venir mettre un I majuscule, ou alors un 1, on va venir mettre un I majuscule, au lieu de mettre un O, on va mettre un 0, au lieu de mettre un N, on va mettre un M. Et donc ça, c'est vraiment… en fait, il faut être vigilant tout le temps. Et en plus, avec l'intelligence artificielle qui débarque maintenant, l'intelligence artificielle ne va pas vraiment aider dans les campagnes de phishing parce que ça va donner encore du contenu pour les mails de phishing et donc ils vont être extrêmement bien faits et il faut vraiment se méfier de tout ça. Et c'est pour ça que le personnel, c'est très important de former son personnel en entreprise, de faire des campagnes de phishing régulièrement. Alors, il ne faut pas en vouloir au personnel qui n'a pas été formé parce que tout le monde n'est pas au courant de tout ça. Donc, si par exemple, on a Jacqueline qui est à la comptabilité et qui a 60 ans, elle n'est pas au courant de tout ça. Donc, il faut vraiment bien former son personnel, c'est essentiel. Et tout à l'heure, donc on parlait juste avant, donc détecter, passer sa souris pour regarder si, par exemple, l'URL ou l'email n'est pas falsifié. Il y a la demande urgente. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres indices qui pourraient traduire que l'email est un mail de phishing? Ou quelles questions on pourrait se poser pour essayer de détecter que l'email est un faux? Vraiment, en cas de gros doute, la meilleure chose à faire, c'est de contacter directement votre partenaire informatique. Et lui pourra analyser et trier les mails. Après, il existe des solutions pour les boîtes mail avec des genres de première porte, donc qui vont déjà trier, dégrossir en tout cas les mails éligibles ou pas, et donc qui vont directement venir les catégoriser dans vos spams. Et donc, il y a déjà un tri qui est fait en amont. Donc, il existe des solutions aussi dans les boîtes mail à instaurer pour avoir un premier tri. Et après, c'est le tri humain qui doit Et après, faire oui, malheureusement, voilà, vous avez beau avoir toutes les sécurités que vous voulez dans une société, et vous pouvez être béton. Si la secrétaire, elle ouvre la porte d'entrée ou qu'elle clique sur le lien, malheureusement, vous ne savez rien faire. Et l'humain reste vraiment la première cause d'incident. Peu importe que vous ayez un stock en place, enfin voilà, nous, on a encore eu un client ici, pas plus tard qu'il y a un mois, un peu moins. Ils sont vraiment nickel, enfin, ils ont un stock sur place, c'est une grosse société, donc ils ont vraiment toutes les sécurités en place. Mais au phishing, ils se sont fait avoir. Et donc, ça reste le personnel, ça reste la faille, c'est l'être humain. Donc pour sa formation. Formation du personnel, c'est indispensable. Et alors, tu parlais de faire des campagnes de phishing, Oui. mais concrètement, ça veut dire quoi pour des personnes qui nous regardent? Donc, des campagnes de phishing, c'est envoyer à vos employés des faux mails via un organisme. Par exemple, nous, on le fait. Et donc, on va cibler tout le personnel. On peut cibler autant le département RH, le département comptabilité, le département direction, ou alors envoyer un mail global à tous les employés pour venir justement tester leur vigilance et si jamais ils répondent ou qu'ils se font prendre, après, la direction peut dire, écoute, voilà, tu as eu ta formation, tu t'es fait prendre, sois un peu vigilant, parce que ça peut aussi nuire à la société.
Et donc, il y a l'aspect formation, information du personnel, sensibilisation qui est important. Tu as dit, par exemple, il y a des solutions qui peuvent mettre en place pour essayer de diminuer le risque. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire, d'autres bonnes pratiques, Oui. ou qu'elles soient soit humaines ou soit techniques, à faire quelque part dans les premiers grands principes? Après, on peut toujours aller plus loin, mais disons, quels sont les premiers blocs à mettre en place? Alors, déjà, nous, ce qu'on recommande, c'est de faire un pen test, donc un audit de cybersécurité. Voilà, après, ça dépend au niveau de la fréquence, mais ça, c'est vraiment la première chose à faire, c'est de faire un test de toutes les solutions qui sont mises en place dans la société. Et donc, nous, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire? On va simuler une cyberattaque. On va essayer de rentrer dans la société soit via l'externe ou l'interne, et l'interne, pardon, on fait les deux. On va tester l'ingénierie sociale, donc on fait aussi tout ce qui est test d'intrusion. Donc, nous, chez Red System, on s'introduit physiquement dans les bâtiments via de fausses identités pour pouvoir déjà tester le protocole accueil. Et vous passez par exemple les portiques, ou s'il y a un badge, oui, voilà. ou simplement qu'il n'y a pas de badge, mais qu'il y a une porte où vous rentrez dans les bâtiments. On essaye en tout cas, Ouais. du mieux qu'on peut. Alors généralement, on a toujours voilà, c'est toujours un succès. Des fois, on se fait prendre, mais voilà, donc c'est un bon point pour la société. Et donc, nous, notre but, c'est justement de venir dans la société, d'aller jusqu'à la salle serveur, par exemple, de brancher un petit Raspberry Pi qui va nous permettre de lancer des attaques à distance. Donc, c'est un mini ordinateur, un petit boîtier qu'on vient brancher. On retourne chez nous et on continue à lancer des attaques à distance. Une fois qu'on a trouvé des failles, on va exploiter ces failles au maximum pour justement essayer de passer administrateur du système. Une fois qu'on est administrateur du système, on est les rois du monde. Donc, on a main mise sur toute la société. Alors, chose importante, c'est que nous, en tant que hacker éthique, on ne détruit rien dans la société, on ne prend aucune donnée, rien du tout. On vient juste montrer que c'est possible. Voilà, nous, on est arrivé là. En tant qu'administrateur, on était là. Et donc, si on était quelqu'un de malveillant, voilà les dégâts qu'on aurait pu faire. Donc, faire un pen test, c'est vraiment déjà la première chose à faire pour avoir un état des lieux de sa société. Ensuite, vous avez donc toutes les solutions et recommandations qui vont suivre. Donc, ça, c'est l'informaticien avec lequel vous travaillez ou votre partenaire informatique qui va venir mettre toutes ces solutions, qui va venir les implanter. Et nous, on est aussi là pour faire la formation du personnel. Alors, on peut aussi nous consulter si jamais il y a un nouveau matériel qui doit rentrer dans la société et qu'on a un peu peur de savoir un petit peu ce qui est dessus. Donc, on peut les tester aussi en amont avant que ces nouveaux périphériques rentrent dans une société. Oui. Et justement, tu parles de périphériques. Est-ce qu'il y a des choses à faire attention? Par exemple, si on reçoit une clé USB sur un salon, est-ce qu'on doit l'utiliser? Est-ce qu'on ne doit pas l'utiliser? Que faire là aussi au niveau des bonnes pratiques? Fortement, évidemment, que tout périphérique externe rentre dans une société. Si maintenant, pour une raison X ou Y, il y a vraiment une clé USB qui doit rentrer dans la boîte, vous la donnez à votre informaticien, lui l'analyse et vous donne le feu vert ou pas. Mais évidemment, il faut éviter ça. Il ne faut pas aller prendre un matériel de l'extérieur et venir le brancher à l'intérieur. On ne sait jamais ce qu'il y a dedans. Et qu'est-ce qu'il pourrait y avoir, par exemple, dedans? Parce que c'est que ça peut sembler… on va tous sur des salons où un collègue ou un ami nous passe une clé, où on va recevoir de l'information, je crois peut-être de la part d'un client, d'une clé, et même si le client est bienveillant, peut-être que cette clé a été, piratée. Exactement. Mais qu'est-ce qui se passe, en fait? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir sur cette clé? Et les conséquences, tu l'as dit, hein, on pourrait, par exemple, mettre à terre la société, mais comment c'est possible de faire quelque chose avec une clé USB qui paraît relativement inoffensive? Il va y avoir quelque chose de joli, hein, donc on connaît tous, vous allez avoir votre dossier qui va s'ouvrir, etc. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un exécutable qui va être lancé en même temps. Donc vous pensez que vous allez télécharger quelque chose de légal, et en réalité, c'est vraiment quelque chose de malsain et qui peut nuire à votre société, que ce soit un virus, que ce soit un logiciel aussi, ou une application, enfin que sais-je. Il peut y avoir tellement de choses qui va venir justement copier toutes vos données, et le hacker à distance, lui, va pouvoir récupérer toutes ces données. Donc, méfiance au niveau des… Ça peut être une clé USB, ça peut être un câble de chargement de téléphone. Donc oui, y compris un câble. Oui, bien sûr, donc il y a aussi ça. On n'utilise plus ça, mais les CD aussi, tout un moment, c'était pareil. Les disquettes, mais bon, ça, on est un peu à l'âge de pierre. Mais oui, donc les câbles de téléphone aussi. On peut penser qu'on fait charger son téléphone et au fait, c'est quelque chose de malveillant, et la personne derrière va venir récupérer toutes les données, notamment dans les aéroports ou des choses comme ça. Il peut y avoir des chargeurs qui sont déjà intégrés dans l'aéroport, que vous payez, je pense c'est 1 euro, je ne sais pas quoi, vous mettez le téléphone dans la boîte,
vous le laissez charger le temps que vous preniez votre café et au fait, on récupère toutes vos données. Bon, là, je vais déjà un peu plus loin, mais c'est vraiment… C'est des cas possibles. En termes de nouveau, un peu de bonnes pratiques, on sait que on utilise tout un tas de logiciels et d'applications sur lesquels on se connecte avec des comptes, des logins, des mots de passe. Quelles sont là les recommandations, de nouveau, les premières bonnes pratiques à faire en termes de bonne gestion des mots de passe au sein d'une entreprise? Alors déjà, il faut éviter d'avoir le même mot de passe partout. Donc ça, quand je dis ça, ça fait toujours sourire tout le monde. Mais voilà, il faut quand même éviter d'avoir le même mot de passe partout. Il faut éviter d'enregistrer ces mots de passe dans le navigateur. Donc ça aussi. Dans une société, ce qu'ils font bien souvent, c'est qu'ils vont mettre tous les mots de passe dans un fichier Excel qui est gardé sur le bureau, sur des post-it. Donc tout ça, nous, c'est vraiment ce qu'on vit au quotidien quand on fait nos missions chez les clients. Donc les bonnes pratiques, c'est actuellement en 2024, pour un bon mot de passe robuste, on est sur minimum 14 caractères. 14, ouais. 14, avec des caractères spéciaux, des chiffres, des lettres, des majuscules, enfin voilà. Si pour une raison X ou Y, vous ne savez pas retenir vos mots de passe, il existe des gestionnaires de mots de passe qui retiennent les mots de passe à votre place, qui vous génèrent des mots de passe automatiques et vous ne devez retenir qu'un seul mot de passe qui est le mot de passe du coffre-fort des mots de passe. Je dis beaucoup mot de passe, mais voilà. Et au fait, ce coffre-fort va contenir tous vos mots de passe et vous ne devez en retenir aucun. Et donc, c'est vraiment une manière de sécuriser. Une manière sûre. Alors, il y a aussi la double authentification. Donc, il faut instaurer la double authentification. Et ça, qu'est-ce que c'est peut-être pour ceux qui ne… Alors, la double authentification, ça permet de s'identifier 2 fois, comme son nom l'indique. Donc, par exemple, je vais venir me connecter à l'Infopol. Pour une raison X ou Y, j'ai besoin d'avoir un accès. Et au fait, vous avez instauré la double authentification. Donc, je vais soit recevoir un code via mon téléphone, soit un code via mon adresse mail, soit un appel téléphonique, ou alors via des petites clés aussi, des YubiKey, où on peut… en fait, on doit s'identifier avec un code PIN. Et donc, même si le hacker a pris la main sur votre boîte mail, mais que vous avez la double authentification, il ne pourra pas aller plus loin parce qu'il n'aura pas la deuxième manière de se connecter. Donc, un mot de passe fort, minimum 14 caractères, de préférence stocké dans un gestionnaire de mots de passe, et la double authentification. On ne sait pas les retenir. Ouais. Et ça, c'est déjà la base. Juste pour donner un exemple de solution de coffre-fort de mots de passe, quels sont, je ne sais pas, quelques gros acteurs peut-être qui existent sur le marché, comme ça les personnes qui nous regardent peuvent éventuellement… Il y en a plusieurs. Nous, personnellement, chez Red System, on en utilise un qui est OnePassword, qui est un des plus connus. Après, voilà, ça dépend un petit peu aussi du coût que la société veut mettre pour sa protection, mais il en existe énormément. On fait des recherches sur Google et on… Oui, voilà. Après, ça, c'est pas trop mon… D'accord. Donc, il vaut mieux s'orienter vers des gestionnaires de mots de passe qui… Ben voilà, nous, personnellement, je vous ai dit ce qu'on utilisait. On n'a jamais eu de soucis, ça fonctionne très, très bien, mais il en existe énormément. D'accord. Alors, on a parlé un peu de comment se protéger en amont, donc en faisant attention à tout ce qui était phishing, en ayant des bonnes pratiques, soit sur les appareils qu'on va connecter à son ordinateur ou à ses systèmes, aussi en termes de mots de passe. Maintenant, si malheureusement on devait faire face à une attaque, que doit-on faire, que peut-on faire pour essayer de limiter les dégâts et surtout continuer aussi à faire fonctionner l'entreprise? Donc, la première chose à faire, c'est de contacter une société spécialisée, comme nous, par exemple. Parce que, voilà, je suis là. Et donc, nous, on a tout un département réponse à incident. Ça veut dire qu'on a des gens qui sont dédiés uniquement aux crises, des techniciens chez nous. Et donc, dans l'heure, on reprend la main sur les machines. Alors, nous, on ne va pas solutionner la cyberattaque. On va toujours travailler en complémentarité avec le prestataire informatique qui est prévenu aussi lors de cette crise. Et donc, nous, notre boulot, ça va être d'identifier le vecteur de l'attaque pour voir par où le hacker est rentré. Alors, on ne sait pas systématiquement le vérifier dans la demi-heure ou dans l'heure. Des fois, ça prend un petit peu plus de temps. Parce que des fois, le hacker, bien souvent, avant que la cyberattaque n'ait lieu, ça fait déjà des semaines et des mois qu'il est chez vous.
et qui se cache. Il lance 2-3 petites choses de temps en temps discrètes pour ne pas que vous puissiez vous en apercevoir. Il analyse un petit peu le chemin. Et le jour où il a décidé d'attaquer, dans sa tête, tout est déjà programmé. Donc, sur 1 heure et demie, il fait tomber des serveurs, des usines. Enfin, ça va extrêmement vite. Et donc, en cas de cyberattaque, vraiment, chaque heure, chaque minute compte. Et donc, nous, notre rôle, ça va être de reprendre la main sur les machines, d'identifier le vecteur de l'attaque, de guider l'informaticien aussi sur ce qu'il doit faire. Et alors, nous, on va pouvoir faire en sorte que la société continue de travailler si elle peut. S'il y a eu un plan d'urgence qui a été mis au préalable, ben ça c'est top parce que nous, on va pouvoir gérer la crise avec le partenaire informatique et la société va pouvoir continuer à travailler, pas forcément au maximum, mais en tout cas ne pas mettre sa société en arrêt. Donc vraiment, contactez votre prestataire informatique et une société spécialisée en tant que débutant ou novice utilisateur lambda de la cybersécurité. C'est ce que vous avez vraiment la meilleure chose à faire. Tu viens de parler d'un plan de réponse en cas d'incident. Un plan d'urgence. Qu'est-ce que c'est ce plan et comment, comment le mettre en place ou qu'est-ce qu'il contient? Alors, le plan d'urgence, c'est justement en cas de cyberattaque, faire en sorte qu'il y ait votre société continue à fonctionner au minima, si je puis dire. Et donc, pour pouvoir établir un plan d'urgence, l'idéal, c'est de faire une analyse de vulnérabilité qui va déjà dégrossir fortement votre système informatique. Donc, on va pouvoir évaluer la maturité numérique qu'il y a chez vous. Et à la suite de cette analyse de vulnérabilité, donc ce n'est pas un pen test, c'est vraiment quelque chose de plus light qui va permettre de dégrossir tout ça. Et on va pouvoir justement vous dire, en cas de cyberattaque, il faut venir mettre ça en place, on va vérifier que vos backups sauvegardent les bonnes choses et par exemple, qu'il y en ait un qui soit isolé ou que sais-je. Ça dépend un petit peu de ce que vous avez déjà en place. Et donc, justement, en cas de cyberattaque, on va faire appel à ce plan d'urgence que vous avez mis en place pour pouvoir continuer à travailler un minimum pendant que nous, on gère la crise de l'autre côté. Qu'on peut comparer un peu ce plan d'urgence à un plan incendie, ou c'est-à-dire quand l'alarme sonne. Donc, c'est un protocole qui va être mis en place et chaque personne sait exactement quel est son rôle en cas de crise. Et que faire. Oui, tout à fait. Dans ce plan d'urgence, est-ce qu'il y a des éléments vraiment clés qu'on doit absolument retrouver ou quels sont les points clés? Ça dépend de la taille de la société et de l'infrastructure. Le plan d'urgence ne va pas être le même chez un architecte où ils sont 5 qu'un hôpital où ils sont 2500. Donc, ça, malheureusement, ça dépend. Enfin, malheureusement, je ne sais pas répondre à ça parce que ça dépend de ce qui est mis en place et de la taille de la société. Tu as parlé des besoins aussi, parce que voilà, ça a un coût. Et donc, il faut voir aussi ce que la société est prête à investir pour pouvoir créer ce plan d'urgence. D'accord. Tu as parlé de backup, on n'en a pas parlé juste avant. Est-ce que là aussi, il y a des bonnes pratiques au niveau des backups pour justement garantir un maximum la continuité de l'entreprise et des services? Donc, au niveau des backups, c'est vraiment ce qui va sauvegarder vos données. Alors, nous, on a eu ça aussi dans nos clients, c'est que la personne avait des backups depuis 10 ans. Mais au fait, donc, ils ont été victimes d'une cyberattaque. Et ils nous ont appelés, etc. On est intervenu. Et alors, il dit, oui, mais vous inquiétez pas, j'ai mes backups et tout. Donc, on va pouvoir récupérer les données. Sauf que ça faisait 10 ans que le backup n'enregistrait pas les bonnes données. Donc, je vous invite aussi à tester vos backups, voir s'ils enregistrent les bonnes informations, s'ils stockent à la bonne place, parce que ça, c'est primordial. Alors, les backups, c'est bien d'en avoir plusieurs, pas au même endroit. Dans des endroits physiques différents, oui, c'est ça, sur des serveurs différents. Donc, par exemple, si vous avez un backup à l'Infopol et que l'Infopol prend feu, vous n'avez plus rien. Donc, je vous prends vous comme exemple, mais là, voilà, je vais tout mettre sur vous. Et donc, c'est bien d'avoir des backups à des endroits différents. Donc, des endroits physiques différents. Tout à fait. Et puis, il y a aussi toutes les sauvegardes en cloud qui sont une très bonne alternative aussi, en plus du backup physique. Et justement, beaucoup d'entreprises ont pris le chemin du cloud, notamment avec les gros acteurs comme Microsoft et autres qui mettent de plus en plus en ligne, et donc ont tendance à ne plus avoir de serveurs en interne. En tout cas, c'est pour des entreprises de taille moyenne, c'est souvent ce qui se passait. Est-ce que on est plus ou moins vulnérable par rapport à ces cyberattaques, justement, en ayant des solutions cloud ou des serveurs internes? Est-ce que ça a changé quelque chose ou... Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand un hacker va venir dans une société et qu'il y a un serveur physique, il va pouvoir remonter facilement au serveur qui fait partie du réseau. Maintenant, quand c'est du cloud,
si la société stocke bien les données, le hacker va pouvoir faire du dégât dans la société, mais va difficilement remonter aux données qui sont stockées sur le cloud. Et donc, nous, on recommande fortement les sauvegardes en cloud, en plus du physique, évidemment. Ouais, donc un double backup. Et justement, qui dit cloud, dit Wi-Fi, c'est-à-dire qu'on a tous besoin aujourd'hui, pour pouvoir travailler, d'avoir une connexion. Alors ça peut être en fil ou souvent dans les entreprises maintenant, en Wi-Fi. Est-ce que là aussi, il y a des choses à faire attention, à la fois en interne de l'entreprise, mais aussi quand on va, comme on a parlé tout à l'heure, dans des aéroports ou dans des lieux, on va dire, publics, au niveau du Wi-Fi et de la connexion dont on a besoin pour travailler? Alors, le danger, c'est avec le Wi-Fi public. Donc, je pense que c'est ça que tu veux dire. C'est que le Wi-Fi public, si par exemple, on va naviguer sur une page HTTP qui n'est pas sécurisée, donc où vous n'avez pas le S derrière, et que vous avez une personne malveillante qui est sur ce Wi-Fi, eh bien, tout ce que vous allez encoder sur cette page, vu qu'elle n'est pas protégée, le hacker va pouvoir récupérer toutes ces données et s'en servir par après, même dans le privé. Donc récupérer par exemple le mot de passe, des comptes, etc. Donc, si vous allez sur votre boîte mail, que vous êtes à l'aéroport, que vous attendez votre avion, qu'il neige et qu'il y a du retard, vous allez voir vos mails, vous êtes sur un Wi-Fi public. Si le hacker est dedans, il va pouvoir récupérer exactement tout ce que vous tapez sur cette page. Donc, au niveau des sociétés, il y a un Wi-Fi pour les employés et un Wi-Fi guest, donc invité. Donc, c'est toujours bien de scinder les deux. Comme ça, le Wi-Fi guest ne se retrouve pas sur le même réseau que le Wi-Fi où les employés travaillent. Et alors, quand vous êtes en déplacement, la meilleure solution reste quand même votre 4G. Donc de partager sa connexion avec son téléphone, ce qui permet d'éviter quelque part d'avoir un tiers dans la connexion. Alors, le risque zéro n'existe pas, mais Ouais. en tout cas, c'est beaucoup plus sûr que d'utiliser un Wi-Fi public si on va en tout cas sur des pages qui ne sont pas sécurisées. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres bonnes pratiques par rapport au cloud, au Wi-Fi, ou sur les aspects de connectivité comme ça que l'on peut partager avec nos… Après, il existe énormément de solutions à mettre en place, mais ça, encore une fois, tout dépend ce que la société veut mettre. Il y a des choses de base, donc déjà, voilà, faire un pentest régulier, faire du phishing, former ses employés, avoir un système de sauvegarde robuste, pouvoir tester ce système de sauvegarde aussi, ça c'est important. Voilà, après, ça dépend un petit peu qu'est-ce que vous voulez déployer comme solution et aussi quel est votre secteur d'activité. Oui, Parce qu'une société qui fait de la production que ce soit dans l'alimentaire, dans l'automobile ou autre, ne va pas avoir les mêmes besoins et les mêmes ressources qu'une société qui fait de la… Donc, il y a deux poids, deux Donc, il y a une mesures. analyse de risque à faire en fonction de Toujours. de son activité, peut-être de la taille de l'entreprise, Oui. de pouvoir éventuellement, en fonction du niveau de risque, de prendre des mesures. Et nous, on pourra justement conseiller et recommander des choses adéquates, des solutions en adéquation avec la société par rapport à ses besoins et à son secteur d'activité aussi. Donc, nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'après notre mission, donc notre pentest, on va donner un rapport au client avec toutes les solutions et recommandations à mettre en place, mais on reste tout à fait disponible et justement, on invite les prestataires informatiques à continuer à se mettre en relation avec nous pour qu'on puisse les accompagner du mieux qu'on peut. Et donc, c'est vraiment ça qui fait la force chez nous aussi, c'est qu'on a toute cette partie de consultance après la mission et on reste disponible, même si c'est 6 mois après, il n'y a aucun souci. Un de nos techniciens est toujours disponible pour pouvoir accompagner les solutions qui seront implantées dans les sociétés. Et je me posais une question, tu expliquais donc le mieux c'est de pouvoir agir en amont, c'est-à-dire avant que le problème arrive, éventuellement agir évidemment en aval quand le problème en tout cas est avéré. Mais tu as dit c'est possible qu'un hacker ait déjà peut-être installé un petit logiciel qui tourne ou qui ne tourne pas, mais en tout cas où on ne voit pas de résultats je veux dire, négatifs sur l'entreprise, ou même peut-être même pas spécialement de lenteur sur le réseau. Qu'est-ce qu'une entreprise qui est dans cette situation-là peut faire pour savoir qu'elle est, par exemple, déjà infectée? Comment pourrait-elle savoir qu'elle est, entre guillemets, oui, malade, alors qu'elle ne voit pas de symptômes? Alors, je vais juste expliquer un cas qu'on a vécu chez nous. On a travaillé pour une grosse société de production avec 2 usines. On a fait un pentest en février 2023 qui était vraiment pas mal. Ils étaient vraiment bien sécurisés, 2, 3 petites failles, mais rien de très méchant. Et donc, on leur explique justement toutes les solutions à mettre en place, etc. Et par manque de temps, ils ont un peu postposé les correctifs à appliquer. Et en août, ils ont subi une cyberattaque.
Alors, nous, on a réalisé le pentest en février. En août, ils ont suivi la cyberattaque. Et au fait, les hackers étaient déjà chez eux depuis le mois de mai et sont passés par une faille qu'ils n'avaient pas colmatée. Donc, ça, quand le hacker n'est pas encore dans le système, quand nous, on passe, on ne sait pas le voir. Voilà. On sait pas, c'est comme aujourd'hui, tu prends ta voiture, demain, tu ne sais pas si tu vas aller dans le décor ou pas. Voilà, même si aujourd'hui, tu as roulé super bien, demain, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais chez nous, c'est la même chose. Maintenant, si le hacker est déjà dans la société depuis des semaines, des mois et qu'il a chipoté un peu, nous, globalement, on va le voir parce qu'il y a des traces. Le hacker laisse des traces derrière son passage. Donc, on va pouvoir voir ça. On va pouvoir analyser et aller plus loin. Donc, si quand nous, on fait notre test, le hacker est là, on va potentiellement pouvoir le détecter. S'il n'est pas là et qu'il vient demain, après notre passage, ben, voilà, à part nous appeler, le risque zéro n'existe pas. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'on va faire un audit de cybersécurité que vous allez être 100% safe. Des failles, tous les jours, il y a des nouvelles failles qui ressortent. Si elles ne sont pas patchées et que le hacker vient à ce moment-là, ben voilà, vous êtes pris. Ou alors, vous pouvez être nickel en externe, mais avoir quelque chose qui traîne, donc une petite maladie qui traîne dans votre infra. Et si elle n'est pas corrigée, dès qu'il va y avoir quelque chose de sensible ou que le hacker va passer à ce moment-là et qu'il va trouver la faille, ben, il va venir lancer un petit peu son virus, quoi. Donc, si je comprends bien, c'est vraiment un effort continu en permanence parce que soit que les logiciels évoluent, soit que les techniques évoluent. Là, les maintenances sont super importantes, les mises à jour, des firewalls, enfin voilà, il y a énormément de maintenances qui sont en tout cas à faire et nous, on encourage vraiment à faire. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'une fois que le pentest est fait, on ne doit pas faire ça tous les 6 mois. Hein. Ce n'est pas quelque chose de récurrent, sauf si la société est très grande, qu'il y a beaucoup de va-et-vient, qu'il y a une expansion au niveau de l'activité, ça oui. Mais si on est dans une PME classique, si je puis dire, on fait un pentest. Le personnel est formé, les campagnes de phishing sont faites régulièrement, donc une fois par an, une fois tous les 6 mois. Ça ne sert à rien d'aller faire trop de phishing, sinon à un moment, on va les gaver. Donc, il faut quand même le faire, mais comme un exercice incendie. On le fait une fois de temps en temps, mais pas tous les jours. Maintenant, il existe des logiciels qui peuvent lancer des campagnes de phishing mensuelles où on peut cibler. Donc, de manière régulière, mais pas. Oui, c'est ça. Et ça, c'est automatisé. Donc, ça veut dire que ce sont des campagnes de phishing automatisées. Ce ne sont pas des campagnes de phishing comme nous, on fait, où on va vraiment aller usurper l'identité de quelqu'un et aller faire en sorte de vraiment chercher des données. Donc, c'est bien, mais c'est un peu plus light que ce que nous, on fait. Mais j'ai perdu le fil de ce que je te disais. C'était pour le côté récurrence. Ah oui, voilà. Et donc, une fois que le pentest est fait, pour autant que les maintenances soient faites régulièrement, que le personnel soit formé et qu'on soit vigilant, on peut faire un pentest. Allez, nous, on conseille tous les 2 ans, 2 ans et demi pour une PME. C'est suffisant. Ouais. Alors, souvent, moi, je fais… Pas pour les grandes entreprises ou les hôpitaux ou autres, hein, j'insiste bien. Justement, souvent, moi, je fais le parallélisme entre la cybersécurité et tout ce qui est plutôt lié au domaine de l'incendie. D'ailleurs, je l'ai fait tout à l'heure. On sait qu'au niveau de l'incendie, il y a des normes qui existent, où par exemple, pour un certain type de bâtiment, certaines utilisations, on doit peut-être avoir une sortie de secours, on doit avoir des cloisons anti-feu, etc. On sait aussi qu'on doit avoir une assurance incendie, par exemple, pour certains bâtiments. Enfin voilà, il y a tout un tas de législations que les entreprises ou les particuliers doivent respecter. Est-ce qu'il existe aussi des obligations au niveau des législations au niveau de la cybersécurité et si oui, quelles sont-elles et surtout qui ça concerne, en tout cas pour donner les grandes lignes? Alors maintenant, il y a NIS 2 qui a débarqué donc, depuis le 17 octobre. Donc NIS 2, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle loi, gouvernance qui va justement impliquer les sociétés avec déjà une taille un peu plus grosse. Donc, ici, on est à partir de 50 équivalents temps plein et 10 millions de chiffre d'affaires pour certains secteurs. Tout le monde n'est pas concerné. Il y a des secteurs plus concernés que d'autres, avec des niveaux aussi, donc niveau essentiel, niveau important, niveau basique. Et donc, par exemple, un hôpital se situe en niveau essentiel parce qu'en cas de cyberattaque, ça va causer du tort un petit peu pour le pays et pour les citoyens. Et donc, ça, on est déjà sur une taille de PME, parce qu'on commence déjà dans les PME, ou un secteur d'activité bien spécifique. Et donc, pour ça, NIS 2 a instauré des obligations
Et donc, il y a l'obligation de faire des pentests régulièrement. Il y a l'obligation d'avoir un plan d'urgence. Il y a l'obligation, et dans ce plan d'urgence, justement, faire en sorte que les activités de la société puissent continuer en cas de cyberattaque. Ça doit être rendu public dans les 72 heures. Il y a tout un protocole qui doit être fait dans le mois. Donc, il y a une date calendrier en cas d'incident où, voilà, la semaine 1, vous devez avoir fait ça, la semaine 2, vous devez avoir fait ça. Et donc, il y a des rapports à donner. Et alors, formation du personnel et des dirigeants d'entreprise. Et comment on peut savoir si on fait partie, enfin, si on est soumis à cette législation? Alors, il y a donc sur le site de SafeOnWeb, je pourrais mettre le lien après, on pourra le mettre dans le chat. Donc, vous pouvez vous identifier en tant que CEO de votre société et déjà, vous enregistrez votre organisation. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Comme ça, en cas de cyberattaque, vous gagnez du temps. Et en plus, vous allez savoir directement si vous êtes concerné par cette nouvelle législation. Donc, SafeOnWeb. SafeOnWeb, enregistrer mon organisation. Et avec It's Me, votre carte d'identité en tant que CEO, vous pouvez savoir dans quelle case vous vous situez. Et puis de là, savoir quelles sont les obligations qui... Tout à fait. Oui, parce qu'en fonction du secteur essentiel, important ou basique, les obligations ne sont pas les mêmes. Alors maintenant, donc on a vu un peu le cadre. Pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus d'attaques? On a vu à quoi il faut faire attention. Comment maintenant passer à l'action? Enfin, on a déjà vu une action, aller sur SafeOnWeb pour savoir dans quelle catégorie. Mais pour passer à l'action, est-ce qu'il y a des aides, des dispositifs pour aider les entreprises à passer à l'action et surtout faciliter le passage? Tout à fait. Donc, c'est vrai que c'est un service parfois coûteux, on ne va pas se mentir. Et donc, en région wallonne, on a quand même beaucoup de chance, c'est qu'il existe des subsides pour la cybersécurité. Donc, il faut que le pentest soit réalisé par un prestataire labellisé, comme Red System, par exemple. Et donc, en fait, les subsides, c'est 75% d'intervention de la part de la région wallonne. Donc, ce qui est quand même vraiment pas mal pour les PME. Et donc, comment ça se passe? Nous, en interne, on a quelqu'un qui s'occupe de venir compléter et enregistrer le dossier auprès de la région wallonne. Et ensuite, il y a le test PME et Dominimi à compléter. Nous, on renvoie tous ces documents à la région wallonne. Et généralement, dans les 15 jours, la région wallonne donne son accord ou pas. Mais généralement, il n'y a pas de souci. Et donc, pour pouvoir bénéficier de ces aides en Wallonie, il faut que le siège social soit en Wallonie, qu'il y ait moins de 250 équivalents temps plein au sein de la société et moins de 50 millions de chiffre d'affaires. Si vous remplissez ces 3 conditions, donc on est déjà quand même large pour les PME, vous avez des subsides de la région wallonne et donc c'est 75% qui est payé par la région wallonne. Alors peut-être pour être très concret, pragmatique, donc l'aide dont tu parles, c'est l'aide, chèque cybersécurité. Oui. Et alors on peut retrouver les informations sur le site du SPW, enfin de la région wallonne, chèque-entreprise.be. Comme ça, voilà, les personnes qui nous regardent peuvent déjà y aller, mais peut-être qu'on pourra aussi partager les 2 liens, enfin SafeOnWeb et celui-là, qui permettent d'avoir plus de renseignements sur le chèque. Et alors, aussi, il existe éventuellement, en fonction de la problématique, le chèque maturité numérique, qui lui permet de faire un audit plus global de la situation numérique de l'entreprise, avec ou pas le combiner avec la partie cybersécurité, si le besoin s'en faisait sentir. Donc comme ça, on brosse aussi cette aide-là. Et alors, peut-être également, j'en profite pour aussi dire que donc, si jamais il fallait passer à l'action et investir, par exemple, de l'argent dans des nouvelles solutions numériques, d'infrastructures, de solutions cyber, il existe aussi, et là, ce n'est pas un subside, mais c'est plutôt un prêt au niveau de Wallonie Entreprendre, c'est le prêt Digit Online qui permet d'avoir un financement complémentaire avec un financement bancaire, et donc ce qui permet d'avoir une enveloppe, on va dire, plus importante si le besoin s'en faisait sentir pour pouvoir financer ces investissements. On peut retrouver les informations sur le site de Wallonie Entreprendre. C'est vraiment pas négligeable parce que voilà, les PME n'ont pas forcément les mêmes moyens financiers que les grandes entreprises pour pouvoir se protéger. Et grâce à ces aides, elles peuvent bénéficier exactement des mêmes services qu'une grande entreprise. Surtout que nos PME en région wallonne sont quand même victimes. Voilà, le chiffre ne fait qu'augmenter et c'est énorme. Une PME sur 2 s'est déjà fait hacker au cours des 5 dernières années. Une sur 2. Une sur 2. Et on ne sait pas quand. Alors voilà, c'est ça. Donc maintenant, la phrase qu'on dit, c'est on ne sait pas. Donc ce n'est plus si on va se faire hacker, mais plutôt quand est-ce que ça va nous arriver.
Donc, avant que ça nous arrive, il faut passer à pouvoir… l'action et essayer de se protéger au mieux. Oui, voilà, pour au moins limiter les dégâts au maximum, quoi. Alors, pour tout doucement conclure le webinaire, est-ce que tu as encore des éléments à nous partager, peut-être des anecdotes ou des situations que vous avez rencontrées où les sociétés s'étaient fait hacker et comment elles se sont fait hacker, pour donner des exemples voilà, concrets de ce qui s'est passé? Est-ce que tu as des exemples comme ça? Enfin, tu en as déjà cité certains, mais est-ce que tu en as d'autres auxquels tu penses? Alors, nous, on fait aussi tout ce qui est pentest applicatif. Donc, ça veut dire qu'on va venir tester aussi tout ce qui est portail, e-commerce, application. Et bien souvent, enfin ici dernièrement, on a eu le cas chez un client, l'erreur est humaine, en fait. Ça reste une ligne de code qui se retrouve là où elle ne doit pas être. Et le hacker malveillant est tombé dessus et donc a pu l'exploiter. Donc, encore une fois, l'erreur humaine, ça reste la première faille. Au niveau des use cases qu'on a chez nous, ce qui est assez marrant, c'est lorsqu'on fait nos intrusions physiques, donc où on usurpe l'identité soit du prestataire informatique ou quand ça se passe dans des sociétés de production. En fait, ils arrivent avec le gilet jaune, le casque de la société qu'ils ont trouvé dans la salle à côté. Et donc, ils se promènent Dans les couloirs, ils passent par les entrepôts, etc. Et donc, ils passent complètement inaperçus. Et ce qui est marrant, c'est que c'est dans une société de production. Et donc, ils se baladent, hein, deux techs chez nous, avec le gilet, le casque de la société. Donc, ils se baladent, personne ne les interpelle, etc. C'était pendant le temps de midi. Et donc, il y avait des ouvriers qui mangeaient. Et alors, les deux hackers chez nous disaient: ah, bonjour, il paraît que vous avez des problèmes de connexion. Ah oui, 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 le Wi-Fi fonctionne mal, il rame, regardez, tout est là. Et donc, ils ont ouvert la porte et en un quart d'heure, ils étaient sur le réseau, quoi. Donc, ça, c'est toujours assez marrant parce qu'on est toujours très bien accueillis en Wallonie. C'est limite si on ne demande pas si on veut un café. Et au fait, eh bien, des fois, ils restent là 1 heure, 2 heures, 3 heures et, sans que personne ne s'en rende compte, quoi. Il faut être critique par rapport aux personnes qui Voilà, viennent, aux voilà, c'est emails ça, qu'on il faut toujours reçoit. faire attention. Les emails qu'on reçoit aussi, donc on a fait lors d'une intrusion physique, suite à une campagne de phishing qu'on avait fait en amont, il s'est dit: ben, comment je vais rentrer? Et en fouillant un peu dans la boîte mail, il a vu qu'il y avait justement un entretien, une maintenance des appareils téléphoniques qui devait être faite. Et donc, en fait, il s'est pointé en se faisant passer pour Pour le technicien. le technicien et on l'a laissé rentrer. Ah oui, oui, on est au courant, allez-y, porte ouverte, quoi. Et il a branché toutes sortes d'outils au niveau du serveur et on était dans la société comme ça. Donc oui, il ne faut pas laisser rentrer n'importe qui, toujours vérifier l'identité. Voilà, ça reste des choses que tout le monde sait, mais que personne ne fait. Et peut-être, moi, ça me fait penser, nous, on a reçu un email de phishing qui était pas mal fait, j'avoue, à l'Infopol, où en fait, il y avait une nouvelle collègue qui était arrivée. Et le hacker s'est fait passer pour le président de l'Infopol en la félicitant de son arrivée à l'Infopol. Et alors, lui demandait de commander des cartes, je crois que c'était iTunes ou quelque chose comme ça, sur Internet. Et alors, de lui envoyer après les codes des cartes. Pour évidemment quelque part bénéficier de cet achat gratuit. Et donc je trouvais ça pas mal fait parce qu'il fallait savoir qu'il y avait une nouvelle collègue. Bon, après on sait que sans doute on l'avait posté sur les réseaux et savoir qui est le président, mais c'était effectivement très bien fait et fort heureusement ma collègue était vigilante et m'a posé la question. C'est très bien parce que ça ne se passe pas toujours comme ça et il peut y avoir aussi dans les mails de phishing, eh bien en fait on peut s'en servir pour envoyer de fausses factures. Et nous, on a eu le cas aussi chez nos clients. Et ça, c'est dramatique parce qu'au fait, ils payent sur un autre compte. Tout est identiquement le même, sauf qu'ils interceptent le mail. Ils changent un chiffre sur le numéro de compte et ça peut aller à des sommes astronomiques, hein. Bien souvent, c'est le comptable qui est visé, mais pas que. Et donc, ça peut être dramatique aussi. Donc, vraiment, envoyer de fausses factures, commander des choses comme ça qui ne sont pas nécessaires, si je puis dire, ou alors tout simplement soutirer les informations sur les fournisseurs, les partenaires, les clients, pour pouvoir attaquer plus loin après. Ah, donc servir d'une entreprise comme un maillon dans une chaîne. Pouvoir sauter et aller faire leur popote plus loin après. Donc, il faut savoir aussi, c'est que quand il y a une cyberattaque dans une société, les partenaires, les fournisseurs, les clients, bien souvent, sont impactés aussi par cette cyberattaque parce qu'il y a des données qui sont divulguées, qui sont mises en ligne sur le dark web, il y a un vol de données sensibles. Et donc tout ça, si ce n'est pas correctement protégé, se retrouve en ligne sur le dark web. Donc, facilite une attaque ultérieure. Oui, parce que tout le monde peut acheter ces données, enfin, tout le monde qui s'y connaît un minimum peut acheter ces données et s'en servir pour aller hacker une société, visée ou pas, hein. Parce que bien souvent, dans les cyberattaques, on pense qu'on est visé, mais pas du tout, hein. Des fois, c'est au petit bonheur la chance, c'est celui qui répond, et dès qu'il y a une porte d'entrée, le hacker y rentre.
Et bien souvent, quand il fait sa cyberattaque, il ne sait même pas quel secteur d'activité a cette société. Donc, C'est quand il voit qu'il est rentré dedans, il se dit, ah ben, je vais aller voir. Ah ouais, d'accord, ils font quand même autant de chiffre d'affaires, ben, je vais leur demander une rançon de 300 000 euros, par exemple. donc c'est vraiment, il tape partout et puis il voit où ça passe, quoi. Oui, mais il y a aussi des sociétés qui sont ciblées. Ça peut être un conflit géopolitique, ça peut être une rancœur personnelle. Ici, avec malheureusement les conflits qu'il y a avec Ouais, on a les vu. guerres, etc., il y a énormément d'attaques russes qui sont chez nous. Donc, il y a énormément de cyberattaques de Russie qui arrivent pour toucher nos infrastructures belges ou européennes, hein. C'est parce qu'ici, on est en Belgique que je dis ça. Et donc, il peut y avoir plusieurs motivations à une cyberattaque. Ce n'est pas uniquement le financier. Ça peut aussi nuire à la réputation. De l'entreprise. Oui. Je Alors, crois qu'il y a une question. oui, je vais me tourner vers les collègues pour voir s'il y avait des questions. Est-ce que les rançons se font en euros ou bien en crypto-monnaie? En crypto-monnaie. Oui. D'accord. Donc, Bien souvent, en tout cas. crypto-monnaie pour ne pas laisser de traces Oui. Ah oui, oui, évidemment. en règle générale. Peut-être, si jamais il y a des personnes qui nous suivent qui a une question, c'est le moment de la poser. Et peut-être, Cynthia, peut-être pour conclure, avant que éventuellement une dernière question, est-ce qu'il y a un message ou quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué ou en guise de conclusion que tu souhaiterais dire à tous nos amis webinautes qui nous regardent? Je pense que j'ai fait le tour. Voilà, maintenant, si vous avez d'autres questions, on peut toujours en discuter hors webinaire, hein, si vous avez des questions un peu plus d'ordre privé. Non, je pense qu'on a fait le tour, tout a été dit, si ce n'est que, voilà, des fois, il faut voir ça comme un investissement sur du long terme. Avec toutes les aides qu'on a en Wallonie, il ne faut vraiment pas hésiter. Quand on voit surtout l'impact que ça peut avoir sur la société, on a des dirigeants d'entreprise qui ont mis toute leur vie, vraiment le cœur, l'âme dans sa société, et après 1 heure et demie à la suite d'une cyberattaque, ils perdent tout. On a des sociétés qui ont les reins solides et qui peuvent se relever d'une cyberattaque, mais on en a malheureusement qui ne savent pas se relever. Et donc, la faillite est déclarée. Et ça, quand nous, on apprend ça, c'est dramatique pour nous. Enfin, ça nous fait mal de voir des sociétés qui ont sombré parce qu'il n'y a pas eu des choses qui ont été faites en amont, alors que maintenant, on en parle quand même partout, c'est médiatisé. Il y a énormément de médias qui sensibilisent aussi les sociétés. Il y a beaucoup de conférences. Enfin, il y a vraiment moyen d'avoir un niveau de cybersécurité assez élevé, même si on n'y connaît rien, hein, juste en Avec les bonnes instaurant pratiques que tu as partagées déjà tout à l'heure. D'accord, Voilà. donc je regarde, apparemment, il n'y a pas de nouvelles questions. Donc, on va conclure pour aujourd'hui. Déjà, remercier Interphone et toutes ces équipes et collaborateurs qui ont préparé ce webinaire et qui nous ont invités. Donc, n'hésitez pas, si jamais il y a des questions, à vous tourner vers Cynthia et ses collègues pour éventuellement répondre de manière plus précise à peut-être votre situation donnée. Et nous, au niveau de l'Infopôle, n'hésitez pas aussi à nous contacter si vous cherchez soit un prestataire cyber ou des renseignements. Ça peut être aussi sur les aides ou d'autres prestataires numériques. On se fera un plaisir de vous mettre en connexion avec tout l'écosystème de l'Infopôle. Et il nous reste à vous souhaiter une agréable Belle journée et profitez bien de la neige et de ces beaux paysages que l'on a Ça va pas aujourd'hui. durer Ouais, voilà, il faut en profiter. Dimanche, c'est barbecue. Voilà. Bonne journée à tous et à la prochaine, sans doute, pour d'autres webinaires, d'autres aventures. Bonne journée. Au revoir.